Ne croyez surtout pas que je suis le gesticulant d'aujourd'hui. Je m'appelle Christian, je suis pastorio. J'ai travaillé pendant quelques années avec Georges quelqu'un que vous allez voir là. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, d'être un peu accueillant avec Georges. Il est en grande intranquillité. Il m'a demandé d'ailleurs une première chose, c'est de lui apporter ses tranquillisants. Il m'a demandé une seconde chose aussi, s'il vous plaît, qu'on lui apporte un verre de vin plein. S'il vous plaît, organisation. Organisation, un verre de vin, s'il vous plaît, merci. Oh, c'est sérieux ? Bien entendu. Georges l'a demandé, s'il vous plaît, un petit verre de vin, à moins que je lui serve moi-même. Le verre est là, il est prêt. Il se remplit. Du rouge, bien sûr. Voilà. Merci pour lui. Merci pour lui. Merci pour lui. Georges a parfois un ton solennel, car Georges, on dirait qu'il est un peu passionné par la matière qu'il va vous dire, un peu passionné et peut-être aussi un peu agité. Alors, n'ayez pas peur de lui. Et puis 2, il m'a demandé de dire en fin de course, en bout de course, donc moi je ne vais plus rien dire là maintenant, simplement, il ne crèvera pas l'écran. Donc il ne se retrouvera pas parmi vous, même s'il a une présence parfois un peu solennelle. Mesdames, Messieurs, bienvenue en intranquillité. Mesdames, Messieurs, d'emblée, la scène qui est ouverte aujourd'hui et qui est ouverte à tous me fait penser à une situation que j'ai connue à 7 ans, lorsque j'avais encore la main dans la main de maman. Il y avait, à Liège, les mercredis après-midi, lorsque j'allais à Liège avec ma maman, il y avait un monsieur qui avait un casier de bière en bois. Il montait sur le casier de bière en bois et il disait ceci: « Oui au pain gris et à son vitalisme, et non au pain blanc, à bas le gaullisme. » Messieurs, c'était ma première entrevue avec la politique. Ce gars était un peu fêlé. Il est parfois de ces fêlures qui laissent passer la lumière. Ce gars m'a ébloui. Aujourd'hui, c'est un hommage à ce nommé Père Alfred. Ce n'était ni un frère moine, ni un père moine, mais il mangeait du pain gris et il le disait haut et fort comme dans les parcs à New York ou à Londres, de ces personnes qui, sans doute un peu fêlées, nous marquent et laissent une ombre en nous lorsqu'ils disparaissent. Je m'appelle Georges quelqu'un. Je suis une de ces personnes qu'on va voir quand on va voir quelqu'un.
c'est-à-dire une de ces personnes qui appartiennent à un groupe qu'on va voir lorsqu'on va voir quelqu'un, ou bien plutôt lorsqu'on se fait suivre. Je me suis toujours demandé pourquoi on disait « aller voir quelqu'un ». Et aussi pourquoi on se disait, ou entre amis, on se dit « mais il devrait se faire suivre ». En fait, se faire suivre, c'est aussi, lorsqu'on n'est pas dans ses baskets, il est quand même étrange qu'on dise « il va se faire suivre », n'est-ce pas ? Quand on n'est pas dans ses baskets et quand on s'y perd, on est parfois déboussolé et voilà qu'on se fait suivre. Il faut plutôt être accompagné. Dites accompagné, kumpanis, avec le pain, manger ensemble. Accompagner, manger ensemble, avec le pain. Je suis donc psychologue. Je suis donc aussi pédagogue et aussi formateur en psychiatrie. Et figurez-vous que, à partir de ce quelqu'un, les psys en ont fait quelque chose et en ont fait quelque part. Alors vous savez que les psys parlent comme ça, il paraît que quelque chose, quelque part, quelqu'un. Aujourd'hui, je vais m'aider. Je vais m'aider avec quelques poètes. Un premier poète qui était psychologue. C'est ce que je vais appeler une caricature de psychopitrerie poétique. Ce serait alors inséré dans l'histoire du sujet quelque chose de peu commun, à ne banaliser d'aucune manière. Quelqu'un, en tout état de cause, un de ses premiers objets d'amour, s'est érigé en détenteur d'une vérité lourde de sens, en cette odeur d'effraction qui fera quelque part date butoir dans le décours de sa vie psycho-affective. Alors là, et c'est pas rien, ça c'est encore pas grand-chose, mais il y a des personnes qui ont écrit des bouquins comme ça, remplis de pitreries, lacaneries. Messieurs, s'il vous plaît, restons sérieux. Quand il nous arrive quelque chose de psychique, essayons de dire les choses calmement, platement, sans élaborer de théories que personne ne comprend, et surtout pas les psys eux-mêmes. Il n'empêche que ce quelqu'un, ou ce quelque chose, ou ce quelque part, si on y fait gaffe, eh bien on s'identifie à ces mots, et c'est-à-dire qu'on devient vraiment quelqu'un. Alors on commence à s'y croire. Et attention, parce que les mots nous font, et en même temps nous défont. Les mots, on les utilise, mais lorsqu'on les utilise, eh bien, ils créent quelque chose en nous. On se crée avec eux. Ainsi, si je me prends pour quelqu'un, eh bien peut-être je vais dire souvent quelqu'un. Ou bien si je dis souvent quelqu'un, eh bien je vais m'y croire, je vais m'y prendre, je vais me prendre pour ce quelqu'un. Elle s'appelle Libellule. Je l'appelle Libellule. C'est une patiente qui vient me rencontrer, elle a 25 ans. Je rappelle que le mot patiente, c'est pas quelqu'un qui patiente. D'accord ? C'est quelqu'un qui souffre. Pâtirer, c'est souffrir. C'est pas quelqu'un qui patiente, qui ne reste pas dans la salle d'attente longtemps, trop longtemps. Il y a des patients qui patientent énormément dans les hôpitaux, qui ne font peut-être que patienter. Elle vient me voir, cette libellule. Elle m'a téléphoné. Elle a déjà eu 3 rendez-vous. Elle me vient voir au 3e. Elle s'est absentée les 2 premiers. Elle est en retard, libellule, je l'attends.
Et elle s'assied tout proche du début du siège et met les pieds au sol, un peu en tension, comme si elle allait déjà repartir. Bref, elle n'a pas l'air de s'installer. Libellule a 25 ans, elle a un diplôme. Elle a un diplôme de master en économie. Elle a fait des stages, elle est en recherche d'emploi, mais chaque fois qu'elle fait quelques mois, jamais rien ne lui convient. Et puis elle s'est dit, mais tiens, peut-être je serais mieux ailleurs. Elle est partie là-bas, en Australie, à travailler dans une ferme, dans d'autres services, restaurants, services sociaux. Et puis la voilà revenue. Elle revient et voilà-t-il pas que ses cheveux commencent à tomber. Et voilà-t-il pas qu'elle commence à maigrir. Et voilà-t-il pas que depuis 4 mois, elle est en aménorrhée. Il se passe quelque chose, plus de menstruation depuis 4 mois. Elle va donc voir les psys. Pas que moi. Libellule, elle va ici, là-bas, là-bas et encore là-bas. 1, 2, 3, 4 consultations, 5 consultations par mois et tous des différents. Libellule picore, elle va de roseau en roseau. Qu'est-ce que dit Libellule ? Libellule, elle commence à dire qu'elle a un projet. Libellule, elle commence à dire que bientôt, elle travaillera. Il faudra qu'elle travaille. Il faudra qu'elle commence à travailler pour gagner sa vie. Il faudra qu'elle, en fait, elle utilise un langage commercial à son propos. Le mot projet, le mot je dois absolument faire ceci, cela, je dois être efficace, je dois être efficiente, je dois avoir du rendement. Et c'est tout le contraire qu'elle nous montre. Aménorrhée, pas de rendement. Elle nous montre quoi donc ? Elle nous montre qu'elle est une personne qui a envie de rendement, mais surtout une personne qui utilise un langage managérial à son propos. Très vite, on remarque que lorsqu'elle dit quelque chose qui est de l'ordre de son éprouvé, qu'elle éprouve quelque chose, un peu dans sa famille, un peu dans des situations où elle a rencontré d'autres hommes, elle élude le problème très rapidement. Elle dit ceci, elle dit ça, et puis tout compte fait, elle s'échappe. Et puis Libellule oublie énormément de choses. Elle oubliera des vêtements dans mon bureau, elle oubliera des rendez-vous. Libellule s'oublie. Elle oubliera aussi qu'elle elle conduit sa voiture, elle l'oubliera. Perdue qu'elle l'est dans ses pensées, eh bien, elle créera quelques accidents, pas graves. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais je suis en intranquillité par rapport à elle. Et aussi en intranquillité par rapport, surtout, à tous ces jeunes qui n'ont pas les mots pour dire ce qu'ils éprouvent. Ils apprennent des mots, ils plaquent des mots à leur propos, des mots qu'ils ont appris en projet, efficace, rendement, efficient. Au point 2, lorsqu'ils viennent me voir, ils me disent ceci, mais je n'ai pas l'impression que ces entretiens sont très efficaces. Ils commencent à peut-être aussi évaluer nos entretiens en se disant, mais tiens, est-ce que j'aurais pas une petite grille pour faire des petites croix, pour dire tout compte fait, évaluons notre entretien avec ce psychologue. Mesdames, Messieurs, je suis dans une colère triste, mais pas que. Mais dans une colère triste car on a cette impression depuis tout un temps
que la jeunesse d'aujourd'hui ne peut pas mettre des mots sur leur propre existence. Les gens, Léo Ferré, les gens, il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit, avec des problèmes d'hommes, des problèmes de mélancolie. Les poètes ont été les premiers, sans doute, à parler de la mélancolie des hommes, des conditions de l'existence humaine et de ce que ça fait d'exister en tant qu'humain. La conférence gesticulée est un endroit où on va quand même pouvoir parler de manière incarnée. La conférence gesticulée, c'est comme un cri. C'est comme une place laissée ouverte pour ce qu'on pourrait appeler des lanceurs d'alerte. Merde! Il y a lieu de dire quelque chose à propos de ce qui se passe là, maintenant. Un peu comme Père Alfred, son pain gris, son pain blanc. Il m'est déjà arrivé régulièrement, j'étais dans mon travail, de dire, ou plutôt de s'entendre dire, celui-là, il a un discours trop incarné. Celui-là, il porte trop ses mots. Celui-là, attention, il va prendre trop de place. Il crée de l'ombre. Créer de l'ombre à qui? Ma foi, aux décideurs administratifs. Créer de l'ombre pour les décideurs qui ne soignent qu'eux-mêmes, même dans les hôpitaux. Mesdames, Messieurs, nous sommes pris dans un système où le discours doit être neutralisé. Neutralité du discours. À l'université, il existe. Une formation où on apprend aux professeurs d'université à donner des cours axiologiquement neutres. Ce n'est évidemment pas ce que je viens faire ici. Je cherche dans ce lieu un lieu où je peux... Non, je n'ai rien de littéraire. Je ne suis pas morceau choisi. Je serais plutôt le contraire de ce qu'on trouve en librairie. Je ne suis pas livre ou bréviaire, ni baratin, ni théorie, qu'on range entre deux dictionnaires ou sur une table de nuit. Je ne suis qu'un cri. Je ne suis qu'un cri. Jean Ferrat. « 1975. Examen de dissertation. 120 minutes pour produire 2 points, thème. Ouvrez les guillemets. Que diriez-vous à vos parents? Style, plaidoyer ou plaidoirie? « 100 minutes passent. 105. Georges Quelqu'un n'a encore rien écrit. Georges Quelqu'un est dans ses pensées. Il se dit, mais que vais-je dire à ces parents-là? Que vais-je dire à ces adultes-là? « 12 minutes avant la fin, il commence à écrire. C'est une sauvagerie d'écriture. Il écrit, des points, des virgules, et 4 pages, comme ça, d'un trait.
Pas trop fier, Georges Quelqu'un, pour dire quelque chose à ses parents. Il se rappelle la table dans la salle à manger, une grande table en acajou avec une vitre dessus. Une vitre bien polie, une vitre froide. Et lorsqu'on s'assied à table, lorsque les coudes sont sur la vitre, c'est plutôt froid. Il y a des meubles partout qui sont très envahissants. À 19h30, c'est le repas familial. On est en 1964. Georges Quelqu'un a 7 ans. Une caisse. Une caisse dans le salon. Mon père l'ouvre. Il en sort une autre caisse, une espèce de caisse en bois avec un volet. Derrière ce volet, un tube cathodique. Qu'est-ce qu'un tube cathodique? Et voilà, le père, Marcel, prend la caisse et le met sur le bahut de la salle à manger. À partir de ce jour-là, un étranger viendra s'asseoir à la table de la famille tous les jours. Il mangera avec nous. 19h30, clouc! Le journal télévisé. Et qui voit-on? Luc Beyer. Luc Beyer. Alors, ce Luc Beyer, il a un petit accent comme ça, un peu fransquillant. Ma mère adore. Et mon père le sacralise. Ce père, ce Marcel, il s'intéresse énormément à ce que dit Luc Beyer, mais pas à ce qui se passe devant lui dans la famille. Qu'est-ce que la famille offre? La famille m'offre une présence étriquée et un manque de présence du côté du père. Le père se rend souvent absent. Il se rend absent avec Luc Beyer et peut-être d'autres écrans de fumée. Premier emploi. Un énorme couloir descendant. Je marche dans un couloir d'un hôpital psychiatrique de la région bruxelloise. Je m'arrête et je vois sur le mur du couloir une espèce de plaque en cuivre. On pourrait dire laiton, il est jaune. Sidolé. On est prié d'observer le silence. En hôpital psychiatrique, on est prié d'observer le silence. Mais quelle merveille! Messieurs, dames, il y a 2 sortes de traitements psychiatriques. Un premier traitement qui est un traitement psychiatrique vétérinaire. L'autre, un traitement psychiatrique pour les hommes. Le traitement psychiatrique vétérinaire dit qu'il ne convient surtout pas de parler, simplement d'observer le silence et surtout de prendre sa médication. Le second auquel j'appartiens, traitement psychiatrique par la parole, qui conçoit qu'on peut prendre des médicaments parce que les médicaments, ils ouvrent un accès à la parole, un accès à la rencontre. Le traitement psychiatrique par la parole. Vous permettez. Merci. Christian. C'est peut-être un peu mon médicament.
je donne des formations en France. Très souvent, régulièrement, je me balade en France. Et figurez-vous que ce qui s'est passé en France est quand même intéressant. Il faut que je vous raconte un petit peu cela. De 1969 à 92, ou bien 92 pour nous, eh bien, il y avait une formation pour les infirmiers exclusivement psychiatrique. Les infirmiers se formaient pendant 3 ans à la psychiatrie, étaient donc formés comme ça. 3 ans où ils rencontraient des psychiatres qui venaient donner cours. Ces personnes ne pouvaient uniquement travailler, lorsqu'ils étaient diplômés, qu'en psychiatrie. C'étaient des infirmiers psychiatriques. Il ne convenait pas qu'ils aient travaillé ailleurs. En 92, Bologne. Alors Bologne, qu'est-ce qu'on fait à Bologne? On dit mais cette formation est tellement spécifique qu'elle n'existe pas dans les autres pays. Eh bien, nous l'arrêtons. En France, ils ont arrêté la formation disciplinaire en psychiatrie pour les infirmiers. Alors je dis disciplinaire parce que, messieurs, dames, la psychiatrie n'est pas une spécialisation de la médecine. La psychiatrie, c'est une discipline à part entière, avec une qualité au cœur du soin à part entière. Grande différence entre un infirmier, ou plutôt un patient qui arrive dans un hôpital somatique et un patient qui arrive dans un hôpital psychiatrique, eh bien c'est que dans l'hôpital psychiatrique, ce patient, il n'est pas donné du tout qu'il puisse enfin faire alliance avec un soignant. Je suis dans un hôpital somatique, je voudrais qu'on m'enlève ma vésicule biliaire. Je choisis non seulement mon médecin, mais je choisis aussi de faire confiance à ce médecin. La confiance, elle est établie presque directement. Et que nenni, en hôpital psychiatrique, j'arrive. Quand j'y arrive, ma pensée est troublée. Je rappelle, psychiatrie, c'est la pensée troublée. C'est la pensée qui est atteinte. Ce n'est pas une question de comportement ni de conduite, non. C'est la pensée qui est atteinte. Et ça peut donner des conduites un peu bizarres. La pensée est atteinte. Maladie mentale, maladie de la pensée. Donc j'arrive en hôpital psychiatrique et voici que, eh bien, je trouve peut-être des ennemis. Je trouve peut-être des personnes que je ne reconnais déjà pas comme soignants qui vont me sangler. Et aussi au ventre. Comment puis-je prendre ces personnes pour des soignants? Ça va être long. Ça va être long. Car il y a des pratiques, effectivement, qui sont, en psychiatrie, désuètes. Actuellement, on fait un grand bazar autour du moindre recours à l'isolement et à la contention. C'est un grand bazar en France. Car à partir d'il y a quelques années seulement, il y a une commission qui est en train de imaginer, et plus qu'imaginer, ils font le tour des hôpitaux psychiatriques pour voir le nombre d'isolements, le nombre de contentions par an. Et on voit qu'il y a une grande disparité d'établissement en établissement, alors que la population est plus ou moins la même. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une question de culture de soins. Dans certains établissements, on voit qu'il y a énormément de mise en chambre d'isolement, de privation de liberté, dans d'autres pas. Qu'est-ce qu'on voit dans certains établissements? Que les services sont ouverts et dans d'autres pas. Psychothérapie institutionnelle, Laborde de Courcheverny. Premier principe, la liberté de circulation. Quels que soient les patients qui arrivent là-bas, eh bien, liberté de circulation. Alors l'affaire est pensée. L'affaire est pensée. Pas d'étage. Les chambres sont au sol, c'est-à-dire dans des espèces de bungalows,
Et les chambres sont dotées non pas d'une porte qui donne sur le couloir, mais de 2 portes. Une porte qui donne sur le couloir et une porte qui va directement dehors. Liberté de circulation. Travaillons l'amont. Travaillons l'amont. Alors là, bon, Eric, tu dois t'expliquer, quoi. Bon, travailler l'amont, c'est quoi, hein? Eh bien, travailler l'amont, c'est assez simple. C'est de se dire, tout compte fait, c'est prendre soin. C'est d'aller boire une tasse de café avec Max. C'est de jouer une partie de ping-pong avec Maurice. Et ça, c'est du soin. C'est du soin. C'est pas des soins, c'est du soin. C'est pas des actes de soin, c'est du soin. C'est ce que nous, on appelle le care. Le care qui est le lit de la rivière pour le cure. Le cure, le flux de l'eau. Et le care, c'est le lit de l'eau. S'il n'y a pas de lit de la rivière, eh bien, on est embourbé, on est dans un marais. Ce que Georges ne vous dit pas, c'est qu'il a travaillé avec moi pendant quelques années, mais il était coordinateur qualité. Il ne vous dit pas qu'il a été au ministère travailler sur la qualité, sur la normalisation des soins, sur le fait qu'il existe des protocoles, des protocolisations, des procédures. Qu'en est-il resté de tout ça ? Madame, Messieurs, nous croyons qu'effectivement, les hôpitaux psychiatriques, les hôpitaux de jour, voire même les centres de consultation étaient des havres de paix, étaient des îlots protégés. Eh bien non. Alors que nous pensions mots, que nous pensions écoute, que nous pensions se pencher sur le psychisme du patient, le comment il fonctionne, ce psychisme, eh bien voilà que nous devons orienter notre attention sur toute autre chose. Nous devons orienter notre attention sur quoi ? Sur la traçabilité, sur la normalisation des soins, sur le circuit de soins. Imaginez-vous, tout à l'heure, je vous disais, la psychiatrie, c'est une discipline à part entière. Eh bien, voilà que dans ce qu'on appelle la qualité organisationnelle autour du soin, je dois boire quelque chose rapidement, autre que du vin. Eh bien, voilà que on prend le modèle du patient diabétique pour le transférer au modèle, au parcours de soins du schizophrène. Et on remarque quoi après quelques années ? Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Étrange, n'est-ce pas ? Étrange. Mais la psychiatrie, c'est encore quelque chose de particulier. C'est que je l'ai toujours comparé à un couteau. Un couteau sans lame, auquel il manque le manche. Ça veut dire que dans cette main, eh bien, nous n'avons rien. Nous devons donc créer notre outil à notre propre main. Créer et se prendre soin à notre propre main, dans notre propre style. Si je m'assieds un moment près de, on l'appellera Jeanne. Si je m'assieds un moment assis à côté de Jeanne, parce que je vois qu'elle est en train de souffrir et qu'elle est en train de vivre un état d'angoisse majeure, si je me rapproche cuisse à cuisse près d'elle, et que je commence à muser, ou à chanter, voire peut-être à faire un petit pas de danse avec elle, eh bien ça, c'est du prendre soin, dans mon style propre.
Il n'y a pas lieu de dire « vous devez prendre soin comme ceci, comme cela », comme la haute autorité de santé, il y a lieu de… Et non, il y a lieu que ces personnes, ces soignants, eh bien, imaginent leur propre prendre soin, à partir d'eux-mêmes. C'est ainsi que les soignants, on ne va pas leur demander de sourire pour sourire, sinon c'est une grimace. L'affaire, elle vient quand elle vient. Par contre, il y a un Jean-Paul, il s'appelle Jean-Paul Langtin, un gars qui est un infirmier psychiatrique qui a fait une recherche extraordinaire sur le prendre soin en psychiatrie. Alors je ne vais pas vous raconter plein de choses, mais je vais vous dire simplement que c'est une recherche scientifique validée, méthodologique, avec une méthodologie béton. On n'entend plus que ces gens-là, maintenant. C'est-à-dire les grands discours théoriques qu'on appelait des métarécits dans la psychiatrie, eh bien ça, on s'en fout. Au bac, caca. Maintenant, on n'entend plus que des recherches scientifiques, EBM, Evidence-Based Medicine, EBN, Evidence-Based Nursing. C'est ça qui vaut, d'accord? C'est ça qui vaut. Le Jean-Paul Langtin, lui, il fait une recherche, pas evidence-based, mais clairement, méthodologiquement, béton. Intéressant, ce gars. Parce qu'il prend effectivement la bonne voie pour se faire entendre. Et là, l'ARS, Agence régionale de santé Rhône-Alpes, Auvergne maintenant, se dit il y a quelque chose à prendre. Il y a tellement quelque chose à prendre que nous allons travailler en amont. Ce que j'apprends aux infirmiers et infirmières maintenant, ouf, j'ai énoncé le mot apprendre, pouf, j'aime pas. Je suis plutôt un formateur. C'est-à-dire celui qui met les conditions en place pour que les personnes puissent s'auto-former. Vous prenez un soulier et vous prenez un embauchoir, ou bien vous prenez un gant avec un embauchoir de gants. Vous connaissez ça? On serre et on desserre. C'est à ce soignant à serrer et à desserrer, ce n'est pas au formateur. Il a serré et à desserrer pour que son pied, eh bien, sa chaussure enveloppe bien son pied. Ni trop serré, ni trop peu serré. Bref, prendre la bonne forme pour lui. Formateur, c'est ça. C'est tenter que utiliser les conditions de la formation pour que la formation soit un bon soulier, une bonne forme pour le soignant. Car il est question pas de dire les soignants théoriques. Si nous avons des patients individualisés, singularisés, nous avons aussi des soignants individualisés, particularisés. C'est à partir de cette singularité que se fait le prendre soin. Michaud, poète. Tandis que je me rasais ce matin, et soulevant un peu mes lèvres pour avoir une surface plus tendue, bien résistante au rasoir, qu'est-ce que je vois? 3 dents en or. Moi qui n'ai jamais été chez le dentiste. Ah, mais pourquoi? Pourquoi me faire douter de moi et ensuite me prendre mon propre nom de Barnabé? Il tire ferme de l'autre côté. Il tire. Mais moi aussi je suis prêt. Et je le retiens. Barnabé, dis-je doucement, mais fermement. Alors de leur côté, tous leurs efforts se trouvent réduits à néant. Mesdames, Messieurs, résistons. Il est temps, grand temps, c'est le moment. Mon intranquillité ne date pas d'hier. Mon
intranquillité est une question de présence. Comment être présent lorsque, à 19h30, tous les soirs, Luc Beyer vient s'asseoir à côté de nous? Comment être présent si mon père écoute ce Luc Beyer tous les soirs? Être présent à soi-même commence par la présence à l'autre. L'humain est ainsi fait que lorsque on arrive au monde, pour continuer à exister, il nous faut recevoir assez de sollicitude, assez de présence. J'en ferai la première des conditions pour pouvoir exister en tant qu'humain. Et petit à petit, nous nous faisons une espèce de construction dans la rencontre de la vie. Bon, c'est ce qu'on appelle des représentations. Petit à petit, donc, chaque fois que j'ai un phénomène qui m'arrive dans ma vie, et quand je dis phénomène, ce sont les choses très sensibles. Le chaud, le froid, le bébé, les sons. Les sons, la première architecture. Je suis d'abord contenu par les sons. Ensuite, je reçois des mots. Je reçois des émotions de la part de mes parents, je reçois des cris, je reçois un peu de contenance. Et tout ça, je les mets en vrac dans ce qu'on appelle la réalité intérieure. L'homme ne peut pas vivre uniquement dans la réalité extérieure. Chaque fois qu'il vit quelque chose, ces espèces de phénomènes-là, eh bien, il les engramme, il les met dans une réalité autre qui est la réalité interne. La réalité interne, c'est ce qu'on appelle le psychisme. Et si je vis des choses catastrophiques, traumatiques, alors le psychisme-là, ce psychisme, eh bien, il est altéré. C'est pas difficile à comprendre, le mot altération est intéressant. Pour les musiciens, les altérations, ils savent ce que c'est. C'est mettre un bémol et un dièse à la note. Ce bémol et ce dièse, eh bien, si on ne respecte pas un certain ordre, eh bien, on arrive à de la cacophonie. C'est un peu comme ça, un psychisme qui est altéré. C'est un peu cacophonique. Linda de Zitter, psychologue, a travaillé avec Jean Houry pendant 7 ans. Elle a écrit ce petit poème que je vais vous lire en hommage à Jean Houry qui est décédé en 2014. Le grain d'une voix, une présence simple et complexe. Une langue hospitalière qui rend notre monde habitable. Aiguiser le sens. Ne pas céder sur les mots. Refuser les raccourcis, les amalgames, les glissements sémantiques. Accueillir l'ailleurs. Se jouer des frontières. Les franchir allègrement. Questionner sans cesse, soulever les couvercles, faire trembler nos certitudes, nos assises, nos zones de confort. S'extraire de la tyrannie de l'apparence, éloge de l'être précaire, fragile, radical et vivant. Père Alfred. Perdre en sécurité et gagner en liberté. Plier. Ne pas rompre.
J'ai toujours aimé les romans épiques. Une merveille. Sancho Panza et Don Quijote de la Mancha. Bon, ce gars était grand, avec une lance énorme, érection au ciel. Alors là, ce gars, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est? C'est une espèce de seigneur un peu désargenté. Ce seigneur désargenté, que fait-il? Il se dit qu'il va aller à la conquête du monde. Vous savez, ces espèces de moulins. Bon, il a une aile qui est assez cassée dans son moulin. Un peu fou, le gaillard. Il fait croire à Sancho Panza qu'il peut devenir gouverneur d'une province. Et à partir de là, il commence à aller ici et là dans des espèces d'aventures rocambolesques. J'adore la folie en action, la folie combattante, la folie battante. Bon, l'image de Sancho Panza, c'est aussi celui qui peut faire quelque chose avec sa folie. C'est un peu un salvateur de l'humanité, comme un peu tous les soignants. J'ai toujours voulu être un montreur d'ours. Vous savez, ces personnes-là qui arrivaient avec une espèce d'ours au marché au Moyen-Âge. Il avait une grande lanière de cuir et une muselière. Alors c'est étonnant parce que, en même temps que j'aurais voulu être le montreur, j'aurais voulu être l'ours aussi. En même temps que j'aurais voulu être Sancho Panza, eh bien j'aurais voulu être Don Quijote de la Mancha. Les deux en même temps. Et pourquoi faire? Eh bien pour rien faire. Le montreur d'ours montre. Il ne fabrique rien. Il ne produit rien. Il montre son ours, dont il doit prendre soin. Sans ours, pas de montreur d'ours. Sans Sancho Panza, pas de Don Quijote. Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible. Étoile. Déjà, les Grecs avaient deux mots pour le mot faire. D'un côté, le mot poiein, et puis de l'autre, le mot pratein. Alors, poiein, c'est fabriquer. Fabriquer, l'homme, il adore fabriquer. T'as vu tout ce qu'il a tout fabriqué, là? Pop, 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 tellement fabriqué que la terre, on appellera David pour vous expliquer tout ça. Fabriquer, produire, faire quelque chose, ça c'est de l'ordre du poiein. Et puis, il y a autre chose. Là, l'autre chose, c'est ce que font l'ours, le montreur d'ours, Sancho Panza et Don Quijote. Eux, ils font des actions pour que cette action se déroule, simplement se dérouler. Poiein, pratein. Qualité d'action, rentabilité, efficacité, efficience. Pratein, prendre soin de soi, de l'autre, présence à soi,
présence à l'autre, l'amont. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. C'est effectivement la version voltairienne de Tina. There is no alternative. Pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative à notre système. Et nous sommes comme les mérous. Alors là, ça c'est un petit mérou, hein, c'est du petit mérou, du tout petit mérou. Imaginez-vous, un mérou, ça fait 30 fois ça. Un mérou, c'est 450 kilos, avec une gueule qui est comme ça, et qui ingurgite tout. Nous sommes des mérous, nous ingurgitons, nous ingurgitons, nous ingurgitons. Qualité, efficacité, rendement, production. De l'ingurgitation. There is no alternative. Mesdames, Messieurs, il y a beaucoup de choses qui s'insèrent dans notre langage. Je me suis lourdement intéressé non pas à la lacanerie, mais à la linguisterie. La linguisterie est une espèce de science qui me permet de mettre quelques interprétations sur les mots que l'on emploie. Et depuis tout un temps, on parle de marché dépressif, la dépression des marchés. On parle de la sensibilité des marchés. Non mais on veut nous faire croire quoi? Que les marchés c'est de l'humain? On veut nous faire croire quoi quand on nous dit que lorsque nous allons acheter quelque chose chez un vendeur, eh bien, je vais acheter un meuble. Et on me dit, oh monsieur, mais on est sûr du chêne. Pardon? On est sûr du chêne. J'achète une bouteille de vin, mais monsieur, on est sur un cépage merlot. Pardon, on est sur un merlot. On veut nous faire croire, par accointance, on veut nous faire croire que nous sommes un produit. On est sûr. Nous sommes sur le produit. Être sur le produit, c'est comme si on se mettait sur et que bientôt nous serons produits nous-mêmes. Dans ma culture, j'ai appris, petit à petit, que tout était doute. Et alors nous mettions, lorsque nous osions affirmer quelque chose, nous disions « entre guillemets ». Et puis dans les années 90, c'était des « tout à fait ». Actuellement, 2020, disons, c'est « du coup ». On entend du coup partout. Du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de du coup? Non mais quoi? Alors ce du coup, c'est quoi? Eh bien, jusqu'à présent, voici la seule interprétation que j'ai pu donner à ce du coup, c'est que tout compte fait, comme tout est dans l'ici et maintenant, lorsque nous jouissons du moment présent et uniquement du moment présent, que l'on ne donne plus aucune argumentation à pas grand-chose, eh bien, nous sortons un du coup. C'est tout simple. Il se passe quelque chose, c'est du coup. En conséquence, est-ce que vous savez qu'en France, ils commencent à construire des hôpitaux
pour les médecins. Non mais, des hôpitaux pour les médecins. C'est-à-dire, non, pour des patients médecins. Hein. Je veux dire qu'ils vont hospitaliser des médecins. Et ils les hospitalisent, mais uniquement des médecins, des hôpitaux, uniquement pour des médecins. C'est ça que je suis en train de vous dire, hein. Donc c'était très étrange. Moi aussi, j'ai été extrêmement étonné. Je pensais que les médecins, je sais pas, ils se faisaient hospitaliser dans des hôpitaux où il y avait d'autres médecins et d'autres patients, peut-être des psychologues comme Georges Quelqu'un. Eh bien non. Et vous savez quoi, ce qu'on va faire dans ces hôpitaux avec ces médecins? On va les soigner pour burn-out. Alors là, je deviens fou. À moi maintenant, ce psychisme qui est altéré. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est en train de soigner les conséquences de quelque chose et pas les causes de quelque chose. PIB, David nous l'a dit il y a quelques jours. Il nous a dit, mais tiens, si on bâtit un hôpital, je reprends sa version, si on bâtit un hôpital, eh bien on crée du PIB. Effectivement, puisque nous créons à l'intérieur de notre société du burn-out pour les médecins, eh bien nous allons évidemment, tout simplement, créer des hôpitaux pour les médecins, pour les soigner de leur burn-out. Au lieu peut-être d'alléger leur charge de travail, au lieu peut-être de se dire qu'il y a lieu de faire quelque chose dans la médecine au niveau du pratein, au lieu du poiein, vous me suivez? Poiein, production. Pratein, prendre soin. Bon, un petit escalier supplémentaire. Dites, le mot présence, on l'utilise maintenant pour la présence sur les marchés. On est présent sur les marchés. On a une part de marché, n'est-ce pas? C'est la part de marché. Quand on évoque le mot présence, ce n'est pas une question de présence à soi-même ni à l'autre, non. C'est la présence sur les marchés. Google, vous mettez qualité de présence, il n'y a rien. Absolument rien. Que dalle. Un mot qui n'existe plus. Ces mots, l'un avec l'autre, qualité de présence, n'existent pas sur Google. Ils existent dans la bouche de Georges Quelqu'un. Je suis au restaurant, un couple, on est en 2016, un couple arrive avec un bébé, un enfant. On met l'enfant sur la chaise haute, il doit avoir 8 mois. Il tient debout, il a l'air souriant. On l'installe, le père l'installe. Et le père l'installe. La mère regarde déjà la carte, ils s'installent eux aussi. Et puis, le père prend dans le sac à langer une espèce de chose plate, ouvre cette espèce de chose et le met devant l'enfant. Et l'enfant s'anime avec l'écran d'une tablette. 8 mois. Mesdames, Messieurs, il y a des familles dans lesquelles on ne mange plus à table. Il y a des enfants qui, lorsqu'ils passent devant les frigos, ouvrent le frigo, mangent, ferment le frigo. C'était le moment passé ensemble. Cum panis, accompagné. Quand on demande à Jean Houry, mais que faut-il faire pour commencer à travailler en psychiatrie? Eh bien, manger avec les patients, merde. Cum panis. « 1973. 1973, mon premier élan politique. Messieurs, dames, là, j'étais en efflorescence adolescentaire, j'avais 16 ans, et je me retrouve dans une espèce de grand château
C'était les Patros. Je me retrouve au Patros en 1973, j'ai dit. 73, c'est quoi? Eh bien, c'est le Chili. 73, c'est Pinochet qui arrive. Première émoi politique. Léo Ferré. Quand les voteurs votants se mettront tous d'accord sur une idée, sur rien, ou pour l'honneur, même si, pour la rime, on sort la Marseillaise avec un foulard rouge et des gants de chez Dior. Quand il y aura des mots plus forts que les canons, ceux qui tonnent déjà dans nos mémoires brèves. Quand les tyrans tireront sur nos rêves, parce que de nos rêves lèvera la moisson. Alors nous irons réveiller Allende, 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 Allende. 2005. Une étudiante vient me trouver, j'étais prof à l'époque, et elle me propose ceci. Monsieur, je dois faire un mémoire, et mon mémoire, j'ai envie de le faire comme ceci. Ça aurait pour thème des entretiens avec des personnes qui ont torturé. Ces personnes sont des gens de la junte chilienne. Qu'est-ce qui vous tient au thème? Ils ont torturé à mort mon père. Après un entretien, je lui dis « Ok, on y va, je suis votre homme. » Fin de l'année, elle présente son mémoire. Elle passe avec un 12 sur 20. L'étudiante part de la salle et je me retrouve avec le jury. Alors là, tchou, 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 tchou. Des scuds, des missiles. Mais monsieur Pierrard, s'il vous plaît, c'est trop psycho-affectif comme thème. Vous imaginez, le casse-pipe, vous avez été envoyé une étudiante qui a été interrogée, les tortureurs de son père. Éric y avait pensé, Georges aussi. Et voilà, 10 ans après, 2015, je reçois une carte du Chili. Monsieur, merci. J'ai pu traverser le deuil. Carte de l'étudiante. De nouveau, traverser son deuil. Pratein. Pratein. Ça ne fabrique rien. Pendant le moment que l'on marche, eh bien, quelque chose se construit. Tout simplement, se construit pour elle. Pour moi aussi. L'occasion de lui dire merci pour son merci. Henri Michaud est un poète namurois. Il a vécu dans une famille étriquée,
Ses parents étaient chapeliers. Ça contenait sans doute le cerveau et aussi le psychisme. Ce gars, très intéressé par la vie psychique, très intéressé par ce qu'on appelle maintenant la maladie mentale ou maladie psychiatrique, était visiteur de malades. Ce gars a peint sous mescaline. Il a voyagé ici, là-bas et encore ailleurs et encore ailleurs. Et puis il revient, non pas en Belgique, pays trop étriqué, mais en France, à Paris. Et là, il écrit « Lointain intérieur ». L'éducation des frissons n'est pas bien faite dans ce pays. Nous ignorons les vraies règles et quand l'événement apparaît, nous sommes pris au dépourvu. C'est le temps, bien sûr. Est-il pareil chez vous? Il faudrait arriver plus tôt que lui, vous voyez? Ce que je veux dire, rien qu'un tout petit peu avant. Vous connaissez l'histoire de la puce dans le tiroir? Mais oui, bien sûr. Et comme c'est vrai, n'est-ce pas? Je ne sais plus que dire. Quand allons-nous nous voir? Enfin. Allez, viens. Je voudrais simplement vous chanter une petite chanson. Je ne peux pas résister à l'envie que ça me donne, que votre présence me donne. J'ai choisi une petite chanson de rien du tout, sans aucun sens avec ce qui vient d'être dit, bien entendu. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent que parfois il nous semble capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime cette petite chanson, même si je passe pour un con. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. J'aime ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et garder le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
j'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on leur remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie « Merci, merci d'avoir vécu ! Merci pour la tendresse ! » Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Maintenant, c'est bien fini. Merci pour ces applaudissements.